Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 26 octobre 2017, Jacinthe Tremblay et sa coéquipière donnent un peu de répit aux proches aidants. Nous vous présentons des images du spectacle gratuit offert aux étudiants du secondaire cette fois. Vincent Dufour souligne la semaine québécoise de réduction des déchets. Nous vous présentons la nouvelle directrice de la Chambre de commerce et discutons de leur initiative de présenter un débat pour la préfecture. Nous rencontrons Dominique Fortin, enseignant au Centre matapédien d'études collégiales, qui nous explique de quelle façon ses élèves s'impliquent pour la politique municipale de leur côté. Chloé Paquette nous revient pour démystifier l'économie familiale. Pascal Saint-Amand fait le point sur les investissements injectés pour les bibliothèques de notre territoire. Et nous terminons avec une petite visite de la Maison des Jeunes, la Jeunatech d'Amqui. Mais d'abord, nous commençons cette émission avec le sujet de l'heure au Québec, l'inconduite sexuelle. Faites le point sur la présente campagne électorale municipale grâce à la TVC Vallée de la Matapédia. On passe en revue chaque municipalité et on vous présente 9 des candidats à la mairie et à la préfecture. Cette émission spéciale sera diffusée chaque jour sur les ondes de Cogeco Canal 4, en plus d'être disponible au tvcmatapédia.com jusqu'au 4 novembre prochain. La TVC Vallée de la Matapédia, on s'y retrouve partout. Bon, la belle-mère, viens-t'en, là, on va se préparer là, pour ton rendez-vous, là. Ben oui, attends un peu, je vais écouter ça, là. On n'a pas le temps de niaiser. Viens-t'en, faut t'arranger les cheveux. Oui, attends un petit peu, là. T'étais pas prête tantôt, ben là, je suis pas prête, moi, non plus. OK. Viens m'aider, là. Hey, je suis gelée, donne-moi donc mon linge, là. Je vais vous mettre votre veste, là. Oui. Mais pour ce que vous payez ici, là, on s'entend? Habillez-vous. OK. Arrête de me pincer, là. Je te pince pas. Non, je vais avoir des bleus partout, là. Arrête de te plaindre. Hey, ça va faire, là. Assis-toi qu'on te peigne, là. T'es trop bien pas aller à ton rendez-vous comme ça, là. T'es tout échevelé, ils vont dire quoi? Ils vont penser quoi de nous autres, qu'on prend pas soin de toi? Oui, j'ai ça quand tu me peignes. Tu me fais mal. Je te fais pas mal pantoute. Si t'es pas contente, t'as rien qu'à t'organiser tout seul. Ben oui. Ouch! Tu me fais mal? Arrête donc de te plaindre. Oui, mais tu me fais mal. T'as juste à aller te plaindre à ton fils. On verra bien laquelle des deux qui va croire, voir si ça va être moi ou ça va être toi. Lorsque l'intimidation se produit dans une relation de confiance, elle devient alors une forme de maltraitance ou un moyen de perpétrer la maltraitance. Ouch! Si vous pensez en être victime, il y a des ressources qui existent pour vous. Je suis présentement au Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia en compagnie de dames qui sont membres ici et qui sont coordonnatrices. Bien, Nancy est coordonnatrice. Ici, c'est pour toutes les femmes qui veulent en rencontrer d'autres, qu'elles aient des problèmes ou pas, mais parfois, on a certaines difficultés et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nancy, dernièrement dans l'actualité, on a beaucoup entendu parler de dénonciation des gens qui avaient été traumatisés par la violence sexuelle, soit au travail ou ailleurs. Mais dis-moi, c'est quelque chose que vous recevez des fois des gens qui ont des problèmes justement avec ça? Ben, en fait, oui, hein, c'est un incontournable quand on regarde, quand on entend les histoires des femmes qui viennent à notre rencontre, hein, les échanges qu'on a ici autour de la table de la cuisine ou quand on est en atelier, on se rend compte que ben, la violence sexuelle, ben, c'est encore d'actualité, là, c'est encore inscrit là, dans l'histoire des femmes, de plusieurs femmes. Hein. En fait, là, il y a une femme sur 3 qui va vivre au moins un épisode d'agression sexuelle dans sa vie. Et c'est beaucoup, là, encore aujourd'hui. Et là, il faut dire que la semaine dernière, puis encore cette semaine probablement, puis celle à venir,
On dénonce beaucoup les gestes inappropriés, les agressions à caractère sexuel, les gestes déplacés en milieu de travail par des personnes d'autorité. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que là que ça se passe, là. C'est dans le quotidien, hein? C'est dans le quotidien des gens. Parce qu'il y a 8 personnes... Ça peut être à l'épicerie. Ça peut être à l'épicerie. En fait, c'est moins sûr que ce soit à l'épicerie parce que 8 personnes sur 10 connaissent la personne qui est en train de les agresser. Et c'est ça qui est pernicieux, c'est ça qui est vicieux dans l'expérience des gens qui vivent une agression sexuelle, c'est qu'on la connaît, cette personne-là. On ne s'attend pas à se faire agresser. Puis, des fois, il y en a qui disent « Bon, ben, t'as peut-être couru après » ou... Le fardeau de la preuve, malheureusement, repose encore sur les épaules des victimes. Est-ce que tu as bu? Comment tu étais habillée? Qu'est-ce que tu faisais à cette heure-là? Comment ça, tu étais toute seule? Mais on ne demande jamais, mais comment ça se fait que la personne qui a agressé était là à cette heure-là? Comment ça se fait que sa limoustille une paire de jeans? Comment ça se fait qu'elle s'est autorisée à dominer cette personne-là qui est en avant d'elle? Et cette personne-là, à 82 % des fois, c'est des femmes, n'est-ce pas? Et justement, on va aller voir une vidéo qui a été produite à ce sujet-là. Et puis, on va revenir après. Ça ne sera pas long. Cette semaine, à Vérité et Conséquences, la culture du viol. Comme ça, vous pourrez continuer de dire que ça n'existe pas, mais au moins en sachant c'est quoi. La sexologue Jocelyne Robert décrit la culture du viol comme un concept établissant des liens entre la violence, le harcèlement, les agressions sexuelles et la culture de la société où ces crimes se commettent. OK, allons-y par étapes. Comme le dit la professeure et juriste Rachel Chagnon, il y a une construction sociale dans nos sociétés, un conditionnement qui régit nos rapports sexuels. Dans mes mots, je dirais, il y a une game. On nous enseigne que le rôle de l'homme est de convaincre la femme d'avoir une relation sexuelle avec lui, tandis que celui de la femme est de dire non un certain temps afin de garder sa pureté, parce qu'il ne faudrait surtout pas avoir l'air d'une fille facile. Premièrement, notre dynamique sexuelle semble complètement nier que la femme puisse aussi avoir des besoins et des envies, parce que ça se peut. J'ai déjà vu ça dans un film. Deuxième problème, en disant que l'homme doit convaincre, on sous-entend que les hommes doivent persévérer même face à l'ambiguïté. C'est comme si la réussite de l'entreprise tenait pas tant à l'envie des deux personnes d'avoir ou non une relation sexuelle, mais à la qualité de plaideur de l'homme. Madame la juge, mon client a une bonne job, bonne éducation, paraît bien. Pour parler en termes de char, c'est une occasion qui ne se refuse pas. Comme le souligne le docteur Salmona, on vit aussi dans un système de dénégation où il y a une forme de déni du viol. C'est-à-dire qu'on a de la difficulté à croire qu'une agression sexuelle puisse en être une, à moins que ça se passe dans une ruelle sombre avec de la violence physique. Et si jamais l'accusé ne ressemble pas à ça, en plus de douter de l'agression, on va aller jusqu'à se demander si la victime n'a pas ressenti un peu de plaisir au passage. Un autre phénomène, la responsabilisation de la victime. Elle n'aurait pas dû être seule tard le soir, elle n'aurait pas dû boire autant, elle aurait dû être plus prudente. Mais pourquoi on essaie toujours de démontrer que c'est un peu la faute de la victime? La réponse nous vient d'une psychologue américaine qui explique qu'on responsabilise les victimes avant tout pour se faire à croire que ça ne pourrait pas nous arriver à nous. Comme on peut difficilement imaginer vivre dans un monde où des choses horribles peuvent nous arriver, on cherche une façon de se convaincre que les gens à qui ça arrive, ben, ils l'ont cherché. D'où le maintenant célèbre. Est-ce que le fait de dire que on devrait barrer nos portes, c'est l'équivalent de supporter le viol? Laisse ta porte débarrée, fais-toi voler ta voiture, puis parle à ton assureur, voir comment il va réagir. Non, mais je suis il va d'accord. te dire, garde mon homme, tu as une responsabilité. Un dernier truc, et non le moindre, discréditer les présumées victimes. Comme l'a fait le député libéral Serge Simard dans le cas d'Alice Paquette, qui avait accusé d'agression sexuelle un autre député libéral. Il a donc spontanément déclaré: Il semble que ce serait un député libéral selon la plaignante. Là. Vous avez bien dit « il semble ». Bon, on demande très souvent à quelqu'un « c'est quoi le nom de ton maire » puis il ne sait pas. Pardon, Serge? Est-ce que tu es en train de nous dire que la première étape que la police devrait suivre avant d'enregistrer une plainte, c'est jouer une partie de cranium avec la victime? La Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis en 1867. Quel était le montant de cette transaction? Tu savais pas? Pas très crédible comme victime.
Là, j'en entends plusieurs dire, mais la présomption d'innocence, vous faites quoi de la présomption d'innocence? Comme le souligne l'avocate Véronique Robert, la présomption d'innocence, c'est avant tout un concept juridique qui est très bien respecté en ce moment. Ça concerne ce qui se passe en cours. Il ne s'agit pas d'une loi régissant ce qui peut ou ne peut pas être dit sur Facebook. Pour ma part, je voudrais seulement souligner à quel point il semble un peu étrange que la présomption d'innocence devienne le combat de certains hommes uniquement quand il s'agit d'autres hommes d'à peu près leur âge accusés d'agression sexuelle envers une femme. Ces gens-là sont étrangement silencieux quand il s'agit d'autres types de crimes. Ils sont où quand il s'agit d'accusations de pédophilie? Hein, on les entend pas sur Internet. Là. Mais attendez tout le monde, attendez, présomption d'innocence! Je suppose que c'est juste un hasard. Mais on me répondra, oui, mais les fausses accusations, vous en faites quoi? Statistiquement parlant, ça arrive très peu souvent. Sachez que je comprends quand même la peur d'être faussement accusé parce que ça doit être horrible, on s'entend. C'est voir sa vie s'écrouler, savoir que les choses seront plus jamais pareilles, c'est devoir subir le regard des autres. C'est un sentiment d'impuissance et d'injustice inimaginable et c'est surtout la perte de confiance envers le système. Eh bien, messieurs, ça vous donne un aperçu de comment se sentent les victimes d'agressions sexuelles. Catégorie sculpture. À l'aide de la pâte à modeler, pouvez-vous sculpter le pénis de votre agresseur? Cette vidéo-là, elle est disponible sur la première page de votre site Web. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien, il faut retenir de ne pas rester tout seul dans son coin. Il faut retenir que c'est pas pour rien que cette vidéo-là se trouve sur le site Internet du Centre de femmes. C'est parce que nous, ici, on est un lieu, une porte d'entrée où les femmes qui ont besoin de parler de leur expérience puis qui ont besoin de trouver une ressource appropriée, ils peuvent venir, qu'elles viennent nous rencontrer, nous ou encore d'autres femmes qui ne sont pas nécessairement travailleuses ici pour parler de leur expérience, pourquoi pas. Donc, tu sais, on a eu, le 3 octobre, la Journée nationale des centres de femmes, on a eu une porte ouverte, n'est-ce pas? Et on a accueilli quand même au-delà de 35 personnes, on est pas mal fiers. Et on posait la question, le centre de femmes, ça sert à quoi? Ça sert à quoi un centre de femmes au juste, là? Parce qu'il y a beaucoup de confusion, hein? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Hey, écoute, Ginette et Huguette vont être bien meilleures que moi pour te répondre à cette question-là. Oui, bonjour. Pour moi, le centre de femmes, pour moi, ça sert à nous accueillir, premièrement, peu importe notre situation, puis à nous se faire entendre, puis sociabiliser avec d'autres personnes. On peut prendre un café, on connaît d'autres personnes, puis tous les genres de personnes aussi. Fait que moi, je trouve ça bon pour ça. Puis, on est écouté si on veut. On a des bonnes intervenantes là, qui sont toujours prêtes à nous écouter. Puis, fait que pour moi, là, le centre, c'est ça. Puis c'est un chez nous. Moi, j'arrive ici, je suis comme chez moi. Je vais prendre mon café, je vais aller dans les armoires. Je suis bien comme ça. Les heures d'ouverture aussi, il y en a beaucoup, là. Oui. Les lundis, mercredis et jeudis de 8h30 à midi, de 1h à 4h30. Tout le monde peut venir. Puis on a, à part de ça, le mardi après-midi, sur rendez-vous. Le centre est là pour l'accueillir, là, toutes les femmes qui veulent bien se présenter. Fait que c'est très bien. Moi, j'aime ça. Je suis chez moi ici. Et pour vous? Nous, moi, j'aime ça ici parce qu'on vient, partager nos activités, nos connaissances, nos projets. Puis, c'est des choses que j'adore pour venir ici, parler, prendre un bon café entre femmes aussi. C'est très bon, on jase. Et puis, chaque membre est importante. Oui, c'est impliqué. C'est ça. En fait, c'est vraiment un lieu de partage ici où on communique, on collectivise aussi qu'est-ce que les femmes sont en train de vivre, justement. C'est pour ça que je suis contente de vous voir ici aujourd'hui.
Et puis, comme je disais tantôt, nous, on est une porte d'entrée. Hein, donc, on travaille avec le CALAX, hein, qui est un centre d'aide et de lutte aux agressions sexuelles. On travaille avec l'hôpital, on travaille avec l'organisme pour hommes cétacés aussi. On travaille avec différents organismes. Donc, quand les femmes arrivent ici avec leur histoire de vie, parce que quand les femmes arrivent ici, il faut dire que nous, on travaille à partir de l'histoire qu'elles vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour l'aider à aller un peu plus loin dans sa vie? Beaucoup de domaines aussi, là, on parle de violence sexuelle, mais ça peut être de se faire battre ou... Oui, mais on n'est pas une maison d'hébergement. Ici, on ne dort pas, là. Non. Donc oui, les femmes peuvent vivre des épisodes de violence conjugale, effectivement, mais une perte d'emploi, être des femmes qui prennent leur retraite puis qui ont oublié de réfléchir à ce qu'elles allaient faire de ce temps-là. Étrangement, ben oui, on est un lieu ici de réflexion qui peut servir à ça. Tu sais, une perte d'emploi, un problème de santé mentale, un problème juste de communication. Comment ça se fait, donc? J'ai l'impression que personne ne comprend ce que je veux dire, tout le monde interprète mes affaires, puis c'est pas ça que je veux dire. Bien, viens de pratiquer dans ta communication. Ça peut être bon, là. On est là pour ça aussi, là. Donc, c'est vraiment, là, une déclinaison d'un paquet de choses. Mais c'est aussi surtout, mais comment que ça se fait, donc, en 2017, on vit encore de l'oppression? Comment ça se fait qu'en 2017, moi, je suis une femme, je commence à avoir des cheveux blancs, j'ai plus de misère? Comment que ça se fait que moi, je suis une jeune femme, je porte des shorts l'été, puis je suis pas bien? Hein? Comment que ça se fait? Il y en a qui sont bien, mais il y en a qui sont pas bien. Bon. Donc, comment que ça se fait que je me sens pas libre de faire ce que je suis, qui je suis, puis qu'est-ce que j'ai envie. Ça peut se faire aussi à travers plein d'activités que vous organisez ici. Oui, on a plein d'activités. Notre programmation, en fait, tout le monde la reçoit chez eux, hein, à travers le Publisac. La programmation d'hiver va sortir en décembre. Hein? Je vous invite dans la mi-décembre ou la fin décembre à regarder vos Publisacs. Mais on a au moins 2 déjeuners entre elles par mois où il est question de beaucoup de sujets d'actualité. Sinon, cette semaine, il y a Marie-Christine Pinel, qui est sexologue, qui vient nous parler de sensualité, d'intimité. Bon, c'est beau, on parle d'agression sexuelle, mais est où notre limite et c'est quoi le consentement? Qu'est-ce que le consentement exactement? On a de l'apprentissage à faire là. Pour que ça devienne positif. Effectivement. Alors, pour venir ici, les heures d'ouverture, on les a dit tantôt, puis les activités sont dans le Publisac. Nous aussi, on en parle. Les coordonnées pour te joindre sont lesquelles? Alors ici, l'adresse, c'est le 17 rue Brochu à Amqui. À la demande, on va aussi dans les autres municipalités, dans les 17 municipalités. Présentement, justement, on va à Saint-Moïse et on va à la Comqui. Le numéro de téléphone, 88-629-3496. Toutes nos activités sont encore gratuites. On a un petit pot à contribution volontaire, hein, pour celles qui peuvent se le permettre, mais nous, on est encore dans une culture de gratuité. On peut encore se le permettre. Bon, en 2017, on peut encore se le permettre. Je ne vais pas plus loin que ça. Mais c'est merveilleux de pouvoir et félicitations pour toutes ces activités et puis merci d'être là. Merci à toi. Dirigeons-nous maintenant vers le Centre d'action bénévole pour y rencontrer Jacinthe Tremblay qui a une excellente nouvelle pour les proches aidants. Jacinthe, on va parler du 5 novembre. Bon, dis-moi, c'est quoi le 5 novembre pour toi? Bien, le 5 novembre, on va avoir, c'est la semaine des proches aidants qui va se tenir toute la semaine. Fait que les proches aidants, une petite définition courte, c'est une personne qui prend soin d'une autre personne qui présente soit un trouble cognitif ou un trouble physique. Et puis là, il y a une équipe volante aussi qui se déplace. Dis-moi, c'est pour quel public cible exactement? Bien, c'est pour les aînés, OK? Parce que les proches aidants, il y en a toutes catégories d'âge, mais nous, c'est plus ciblé vers les aînés. L'équipe volante, on se déplace à domicile. On offre du répit. C'est un 8 heures par mois
par personne. Ça paraît pas beaucoup, mais honnêtement, les gens apprécient énormément. Et théoriquement, on a 20 places. Il nous en reste quelques-unes. Donc, s'il y en a qui veulent avoir du répit, en savoir peut-être un peu plus, ils peuvent me contacter au Centre d'action bénévole, 629-4456, le poste 204, et je vais me faire un plaisir de leur répondre. Mais c'est pas pour tout le monde, là. C'est vraiment pour les personnes qui ont plus des problèmes, un petit peu comme de l'Alzheimer, des choses comme ça. Oui, bien, Alzheimer, ça peut être aussi des problèmes physiques, soit qui ont fait une chute, qui se sont blessés, puis c'est ça, qui ont besoin de réhabilitation. Donc, quand j'y vais à domicile, il y a une première évaluation qui est faite. Donc, à ce moment-là, on vérifie. Si la personne a besoin de plus de soins, équipe volante, c'est que je ne suis pas toute seule. Il y a une collègue avec moi et elle est plus infirmière. Donc, si ça demande plus de soins, disons que la personne ne peut pas aller aux toilettes seule, bien, c'est cette personne-là qui va y aller. Moi, je m'occupe un petit peu plus de la stimulation cognitive. Fait que c'est ça. Mais les proches aidants, c'est vraiment des aînés. Et c'est ça, qui ont besoin de répit, qui, tu sais, même s'ils ont du répit avec l'hôpital, parce qu'on ne vient pas, tu sais, remplacer. On est là en répit supplémentaire. Donc, on n'enlève pas d'autres services, ça. Fait que ça leur fait un petit 2 heures de plus par semaine. Ça peut être aussi un bloc de 4 heures ou même les gens, ils veulent aller faire des commissions à Rimouski une journée, Noël s'en vient, le magasinage, bien, il y a un petit 8 heures. Fait que on se déplace et on va là. Fait que c'est vraiment pour donner un moment de répit à ces gens-là qui prennent soin et que, sérieusement, là, ils donnent énormément. Ils sont pris par la culpabilité, ils sont pris par l'anxiété. Ils sont dépassés par les événements, d'aller à l'hôpital, de tout gérer. Fait qu'ils ont un grand, grand besoin d'aide. Et là, il va y avoir cette semaine à partir du 5 novembre, mais les proches aidants, mais c'est toute l'année. Est-ce qu'il y a des services qui s'adressent à eux autrement? Oui, bien, il y a, dans la région ici, on a d'autres organismes qui chapeautent autour des proches aidants. Donc, c'est sûr, il va y avoir... La Maison des familles. Oui, la Maison des familles. Je cherchais. La Maison des familles, il y a le Centre d'action bénévole. Même, il y a la Société d'Alzheimer qui n'est pas d'ici, mais qui quand même, elle offre des répits dans la région parce qu'ils couvrent toute la vallée. Fait que c'est ça, mais... il n'y a pas nécessairement grand-chose, tu sais. Il y a les centres de jour ici, mais ça ne répond pas pour tout le monde. Puis des fois, bien, c'est ça, la personne aînée qui, des fois, sortir de la maison, disons qu'elle est en fauteuil roulant, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Fait que juste la sortie peut l'épuiser totalement. Donc, c'est pour ça que nous, aller à domicile, ça vient pallier un peu, aider le proche aidant qui s'occupe. Alors, Jacinthe, rappelle-nous ton numéro de téléphone. C'est le 629-4456, le poste 204. Il nous reste de la place pour l'équipe volante. C'est un projet qui se termine en avril, mais qu'on travaille très, très fort pour le reconduire. Donc, si on pouvait combler toutes les places qui restent avant le mois d'avril pour présenter ça et dire on a des grands besoins. Donc, fait que gênez-vous pas, vous m'appelez, on fait une évaluation, puis après ça, ben, on détermine quand est-ce qu'on va donner du répit. Merci beaucoup, Jacinthe. Beau travail. Merci à vous. Nous revoilà de retour à l'école secondaire Armand-Saint-Onge où un autre spectacle gratuit est présenté. Et cette fois-là, c'est pour les étudiants de cette même école. Alors, nous allons vous présenter quelques images maintenant.
la Fondation Arcomédia offre cette fois encore tout à fait gratuitement 3 représentations de nul autre que la formation Final State, un groupe qui offre des spectacles un peu partout dans le monde. Cet été, ils ont fait la première partie de Simple Plan lors du festival Éole en musique de Matane. Peut-être inspireront-ils des jeunes de l'auditoire qui, comme eux, pourraient former un groupe au secondaire et ne jamais se lâcher pour connaître un succès sans cesse grandissant. Bonsoir! Bon matin plutôt. Alright, faites du bruit, c'est là, si vous la connaissez, chantez. You say that I don't care at all. You think that I'm a mess, I'm fine, but I'm just trying to make things right. You say you miss me all the time, but don't call up, you try. No, you don't seem to get it right. Nous sommes toujours tentés d'acheter davantage dès que nous mettons le pied dans un centre d'achat. Et pourtant, nous devrions toujours réfléchir avant de consommer, comme nous l'explique Vincent Dufour. Vincent, on est ici pour parler de la semaine de la réduction des matières résiduelles. C'est pas encore vraiment d'actualité, malheureusement. Hein? Non, effectivement. Mais ce qui est d'actualité, en tout cas, c'est la semaine québécoise de réduction des déchets qui est du 21 au 29 octobre. Donc, on est en plein dedans. Et puis, c'est quand même quelque chose que ça fait depuis début 2000 que ça existe au Québec, cette semaine-là. Puis là, cette année, on marque ça en gros. Entre autres, on va avoir un cahier spécial dans l'avant-poste, les gens, s'ils veulent suivre ça. Sinon, également, sur Facebook, on va avoir des vidéos et plein de choses qui vont être publiées sur la page Facebook de la Régie Matières résiduelles MRC de la Matapédia et de la Métis. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent, malheureusement. Et c'est une occasion de dire aux gens, bien, on vous met au défi de faire un petit geste quotidien, un petit geste pour réduire les quantités de matière qu'on envoie à l'enfouissement. Le défi, ça peut être quoi, justement? Directement à l'achat, hein? Bien, ça peut être directement à l'achat. Pour les 3 prochaines années, la semaine, cette année et les 2 prochaines, la Semaine québécoise de réduction des déchets ont décidé d'y aller avec une thématique qui est consommer autrement. Donc, évidemment, quand on parle de consommation, on parle d'achat, on parle de réfléchir à notre acte de consommer. Et une des sous-thématiques, disons, cette année, c'est le plastique. Il faut penser qu'à chaque année, on envoie d'énormes quantités de plastique à l'enfouissement. On en a beaucoup qui se retrouvent heureusement au recyclage, mais il nous reste encore quand même beaucoup de matière plastique qu'on envoie à l'enfouissement et puis qui pourrait facilement être évitées de l'enfouissement. Je donnais à titre d'exemple les brosses à dents, par exemple. On a beaucoup on a tout ça des brosses à dents en plastique, sauf que c'est pas recyclable. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'une brosse à dents? Qu'est-ce qu'on fait? La seule affaire qu'on peut faire, c'est de changer la sorte de brosse à dents qu'on utilise pour y aller avec une brosse à dents peut-être en bambou qui, elle, peut être mise dans le bac brun, peut être envoyée au niveau de la biométhanisation. C'est un effort supplémentaire, évidemment, à faire parce qu'on s'en fait donner des brosses à dents en plastique. Ben, c'est ça, pas juste des brosses à dents, mais c'est tous les objets au quotidien qu'on se fait donner. Mais c'est aussi de réfléchir parce qu'il faut penser que le plastique, ça a un coût en ressources, en eau, en énergie pour être produit, pour être recyclé. Le transport du plastique, tout ça, c'est tous des éléments qui ont un impact sur l'environnement au niveau des changements climatiques. C'est pas seulement l'enfouissement, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se passent avec ça. Donc, évidemment, si on réduit à la source le plastique, on évite bien des problèmes. On peut prendre un exemple, les sacs plastiques, l'utilisation de sacs réutilisables. Je suis très content quand je vais à l'épicerie maintenant, il y a très peu de gens qui demandent des sacs. Beaucoup de gens pensent emmener leurs sacs réutilisables. C'est une pensée, c'est un geste qui ça a pris du temps, mais les gens se sont habitués. Puis là, maintenant, les gens, c'est plus de ne pas oublier ces sacs dans la voiture en rentrant à l'épicerie. Mais c'est tous des petits gestes comme ça. Puis de penser aussi au niveau des produits ménagers, d'autres choses comme ça.
il y a beaucoup de produits ménagers qu'on pourrait même fabriquer à la maison, ce qui nous éviterait d'acheter des contenants en plastique. Donc, qu'on pourrait acheter seulement en gros les produits nécessaires pour les fabriquer, des choses comme ça. On parlait aussi à micro fermé, par exemple, d'une chaise en plastique comme pour l'extérieur. Voilà. On peut en acheter en bois. Bien, c'est ça. Puis en plus de ça, l'avantage d'une chaise en bois, par exemple, c'est qu'elle est réparable. Souvent, le plastique, aussitôt que le plastique est cassé, c'est fini. Le produit a atteint sa fin de vie. Même si ça peut être recyclé, c'est dur de le réemployer, qui est le deuxième R dans les 3 RVE qu'on parle souvent. Réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation. Donc, c'est toute cette réflexion-là qu'on invite les gens à avoir cette semaine, de regarder un peu c'est quoi le plastique qu'ils jettent et qu'est-ce que je pourrais faire pour réduire ce plastique-là. Il y a beaucoup de façons et il y a beaucoup de façons d'être créatif aussi là-dedans. Au moins aussi en regardant les numéros qu'il y a sous les contenants pour voir s'ils sont recyclables ou pas. Oui, bien là maintenant, en plus que nos contenants 1 à 7 sont tous recyclables, c'est déjà beaucoup plus facile. Ce qui reste dans le plastique pas recyclable, c'est le styromousse, dans le fond, qui... Ceux qui ne sont pas identifiés du tout, là. Ceux qui ne sont pas identifiés, mais souvent quand c'est un contenant, quand c'est pas identifié, rincez-le, mettez-le dans le bac bleu quand même. Bien souvent, il est quand même recyclable, c'est seulement qu'il n'est pas identifié. Mais c'est de porter attention, des petites attentions comme ça au niveau de nos matières résiduelles, juste dans le but de réduire l'enfouissement. Il faut rappeler, dans la Matapédia, on envoie à l'enfouissement 7200 tonnes de déchets. Donc, c'est quand même une bonne quantité. Qu'on doit réduire. Heureusement, dans les derniers temps, on réduisait à chaque année, mais pas assez vite à mon goût. Donc, un petit effort de plus. Et on peut avoir beaucoup d'informations, justement, en vous suivant sur Facebook, sur votre site Web. Voilà, Matières résiduelles MRC de la Matapédia de la Métis, c'est la page Facebook. Écorégie.ca aussi. Ou si les gens ont des questions, peuvent toujours m'appeler à la MRC de la Matapédia, 418-629-2053, poste 1138. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Voici maintenant la nouvelle directrice d'un regroupement d'endroits où vous consommez chaque jour, la Chambre de commerce. Valérie, tu es la nouvelle directrice de la Chambre de commerce. Dis-moi, c'était quoi ton parcours professionnel juste avant? Oui, bien, juste avant de travailler pour la Chambre de commerce, j'ai travaillé chez Machinerie GNG Thériault. Je faisais vraiment une job plus administrative, mais ça m'a donné de l'expérience pour ce qui est des tâches administratives aussi au niveau de la Chambre de commerce. Sinon, j'ai travaillé plusieurs années comme directrice des ventes, Industrielle Alliance, le bureau d'Amqui. Fait que ça a vraiment permis de développer mon côté relations clients, relations de vente. C'est un peu mes expériences de travail pertinentes, dans le fond, là, pourquoi le conseil d'administration me choisit moi. Et pourquoi, toi, tu as voulu aller vers la Chambre de commerce? Bien, moi, je trouve que c'est très important de permettre aux entrepreneurs de réseauter pour découvrir des occasions d'affaires, pour encourager le plus possible l'économie locale. Fait que je trouve ça important. Fait que d'avoir un travail qui me permet de faire ça. Les tâches aussi sont vraiment variées au niveau de la Chambre de commerce. On organise les activités, on fait le service aux membres. C'est un travail qui est sur tellement de volets que c'est ce que je recherchais comme travail. Et évidemment, il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup d'activités qui viennent avec ça. Et c'est quoi les plus grands défis de la Chambre de commerce? Les plus grands défis, la Chambre de commerce a connu une décroissance de son membership dans les dernières années. Je pense qu'il y a du travail à faire pour vraiment aller rencontrer les gens, pour y en parler. Qu'est-ce que la Chambre de commerce? C'est quoi les avantages d'être membre? Parce que peut-être que les gens la connaissent pas, la Chambre de commerce, ou la connaissent mal. Fait que je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Je pense que notre plus grand défi est vraiment là. C'est que les gens nous connaissent pour augmenter notre réseau, parce que plus le réseau est grand, plus on a du pouvoir, dans le fond. Puis on veut être la voix des gens d'affaires pour regrouper le plus grand nombre de gens d'affaires possible. Et justement, il va y avoir un beau regroupement qui va se faire prochainement. C'est le débat ici pour la préfecture. D'où vient cette idée d'organiser ça? Je pense que c'est la première année pour la Chambre de commerce. L'idée m'est venue spontanément.
Quand j'ai vu qu'il y avait deux candidats à la préfecture, l'idée m'est comme venue spontanément. Puis c'est drôle parce que Marie-Pierre Danjou, qui est la vice-présidente de la Chambre de commerce, mais c'est aussi elle qui a commandité via DVM Construction Inc. le débat, elle avait eu la même idée spontanément. Fait que quand on s'en est comme parlé, les deux, on avait vraiment vu l'importance d'organiser un débat pour permettre aux gens de connaître les idées des candidats à la préfecture. Pour vraiment que les gens fassent un choix éclairé. La formule qu'on a décidé d'utiliser cette année, c'est vraiment que les animateurs, l'animatrice modératrice vont poser les questions, puis on va donner un temps de réponse à chacun des candidats, soit 1 minute et demie, 2 minutes, puis ensuite, c'est le tour de l'autre candidat de réponse. Fait que ça va vraiment être à tour de rôle, les questions ont un temps imparti pour répondre aux questions, puis ensuite on passe au suivant. Okay. C'est pour permettre aux gens d'avoir le plus de réponses possible à leurs questions qu'on a décidé d'y aller vers cette formule-là. Okay. Ça évite d'avoir une très longue réponse. Fait que ça limite le nombre de questions. Fait que c'est vraiment la formule qu'on a décidé d'utiliser. Et au départ, est-ce que les candidats la candidate et le candidat, on peut le dire, c'est Chantal Lavoie et M. Ruet, est-ce qu'ils vont pouvoir se présenter au départ? Peut-être que ça va se faire au niveau des questions. Je pense qu'ils sont quand même bien connus, tous les deux. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la vie politique. On n'a pas nécessairement non prévu de temps pour se présenter, mais les questions par eux-mêmes vont faire en sorte qu'ils vont être amenés à se présenter et à présenter leurs idées. Vous pourrez voir ce débat sur les ondes de Cogeco Canal 4 et sur notre site web. L'horaire des diffusions sera affiché sur notre téléscripteur et sur notre page Facebook. Les étudiants en sciences humaines du Centre matapédien d'études collégiales se sont investis d'une toute autre façon pour les élections municipales. Voici Dominique Fortin. Dominique, pour souligner la politique municipale ici au CEMEC, tu as invité des étudiants à en faire la promotion. Dis-moi comment ça se passe. Ben voilà, on est dans un de mes cours en socio avec les deuxièmes années en sciences humaines. C'est un projet que j'ai lancé en disant, regarde, cette année, il y a des élections municipales, la préfecture, la mairie, les conseillers qui vont être élus. Donc, j'ai dit, on se donne un défi. Les taux de participation aux élections municipales, on sait, c'est assez bas. Donc, on se donne un défi d'essayer d'augmenter le taux. Là, on va rester humble, mais de susciter un intérêt d'abord autour de nous, dans le fond, dans le CEMEC, la parenté, les amis, pour aller voter. Donc, de faire ce geste-là. Donc, on s'est donné des outils, on s'est donné une stratégie aussi, qu'est-ce qu'on doit faire pour convaincre les gens d'aller voter pour ceux qui n'iraient pas. Donc, parle-moi de cette stratégie, cette fameuse stratégie. Oui, stratégie, c'est un bien grand mot, mais en lisant un peu, c'est sûr que chez les jeunes en particulier, mais aussi chez les adultes dans la population, le nerf de la guerre, c'est l'information, c'est la connaissance de ce palier politique-là, puis à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, qu'on va élire, là? Puis est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça me touche? Donc, d'aller savoir dans quoi on s'embarque. Dans le fond, c'est quoi l'organisation municipale, la préfecture, la mairie, conseiller? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et ensuite, donc, de diffuser cette connaissance-là, parce que c'est le point de départ. Si tu n'es pas au courant... Il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir de quoi on parle, puis tu n'iras pas voter pour dire « j'ai voté, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, puis je ne sais pas c'est qui. Ouais. » Donc ça, c'était la première stratégie, de définir un peu l'information. Puis déjà, moi, je devais informer mes étudiants. On est allé voir sur le site du directeur des élections. Il y a plein d'outils comme ça pour nous informer. Donc, on a utilisé ça. Et ensuite, on va essayer de la diffuser. On a fait un petit pamphlet, un petit dépliant là, pour informer les gens à ce sujet-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on disait, puis on l'a lu là-dessus aussi, chez les jeunes, d'avoir accès aux candidats qui se présentent, de pouvoir au moins les entendre, les voir, les connaître, connaître un peu leurs idées. Ça aussi, c'est un point important qui suscite un intérêt. Parce que les jeunes ne sont pas... face aux candidats, ils ont une ouverture, ils ont un intérêt, mais il faut qu'il y ait cette proximité-là puis ce contact-là. Donc, ils ont le goût de savoir. Oui, quand on les interpelle, là, on peut avoir un intérêt de leur part. Donc, on a dit, on va faire des midis des candidats à l'interne. On va ouvrir ça au grand public, mais au moins, ils pourront venir leur parler puis discuter avec eux, peut-être poser des questions. Et déjà, ça sera un autre élément qui permettra peut-être de susciter cet intérêt-là, de dire, OK, là, je les connais, lui, il a une bonne idée, elle a une bonne idée.
ben, je vais aller voter, mais au moins, je me base sur quelque chose. Sinon, ça demeure très abstrait. Et qui a accepté votre invitation? Ben, c'était assez unanime. On a invité les deux candidats à la mairie d'Amqui et on a invité aussi les deux candidats, la candidate et le candidat à la préfecture. Et les quatre, rapidement, parce qu'on a envoyé ça la semaine passée, rapidement nous ont répondu qu'ils seraient au rendez-vous. Là. Pour la mairie, c'est le 1er novembre, là, le mercredi 1er novembre, sur l'heure du midi à la cafétéria du CEMEC. Ça va être tout frais avant de voter. Oui, oui. Donc, ceux qui sont indécis encore ou bien qui pensent « Ah, moi, je ne vais pas voter », mais là, hop, là, ils ont une opportunité d'aller voir c'est qui les candidats puis qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur projet pour les 4 prochaines années. Donc, les maires, les candidats à la mairie le mercredi 1er et le 2, le lendemain, les candidats à la préfecture viendront aussi sur l'heure du midi à la cafétéria pour discuter. On va faire circuler aussi, on leur a demandé de faire une fiche des candidats, dans le fond, où ils se décrivent sur une page 8,5-11 maximum. C'est quoi leur nom, leur profession, leur formation également. Évidemment, donc, leur motivation. Et on leur demandait 3 priorités, 3 idées phares là, qu'ils souhaitent mener d'avant. Puis on va essayer de faire circuler ces feuilles-là, dans le fond, pour dire, regardez, les candidats, c'est... Avant les débats? Oui, dès cette semaine, là, ou en tout cas au courant de la semaine prochaine, là, pour que ça soit le plus informé le plus. Il y a des gens qui pourront pas peut-être venir là, au débat, donc aux échanges avec les candidats, il y aura au moins cette information-là. Et là, on dit un débat. Est-ce que c'est des questions qui ont été formulées par les élèves? Ou... Non, j'ai dit débat, mais en fait, c'est une RH, c'est pas un débat. C'est vraiment, on leur donne 20 minutes. Et en 20 minutes, on leur demande, dans le fond, présentez-vous et dites ce que vous souhaitez faire là, d'important dans les 4 prochaines années si vous êtes élu. On leur donne cette liberté-là, puis chacun leur tour. Donc, il n'y a pas un échange entre les candidats. Il n'y a pas de période de questions. Il n'y a pas de période de questions. Parce que le temps va nous manquer sans doute, parce qu'on a juste 1 heure pour 2 candidats. Donc, ça va être vraiment une première base d'informations qu'ils peuvent nous livrer. Là, et bien, on s'attend qu'ils se préparent pour aussi faire face. C'est des jeunes, donc comment interpeller des jeunes à la vie municipale? Qu'est-ce qui les intéresse, les jeunes? Donc, j'imagine qu'ils vont se préparer en fonction du public qu'ils auront devant eux, qui sont surtout des jeunes de 18 ans, qui sont à leur premier vote, possiblement électoral. Donc, j'imagine qu'ils vont se préparer en fonction de ça. Alors, c'est très intéressant et puis on invite toute la population à venir. On rappelle les journées et l'heure. Donc, mercredi pour les candidats à la mairie, mercredi 1er novembre à 12h05 le premier et à 12h35 le second candidat. Et pour le lendemain, le jeudi 2 novembre, pour les candidats à la préfecture, même heure, même poste, là, midi à 1h, là, les 2 candidats seront là. C'est ici au CEMEC que ça se passe. Alors, merci beaucoup, Dominique, et belle initiative. Merci beaucoup. De la politique, nous passons maintenant à l'économie avec Chloé Paquette pour nous vulgariser le tout. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elles s'adressent aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et visent à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé, on est ici pour parler d'un sujet qui n'est pas vraiment le fun, c'est les agences de recouvrement. Mais il ne faut pas se laisser avoir, là. Mais c'est quoi exactement une agence de recouvrement? Une agence de recouvrement, en fait, c'est une compagnie qui a acheté notre dette auprès de la compagnie initiale. Si, par exemple, j'avais une dette en télécommunication et que, bon, je ne peux pas la payer, je ne la paye pas, bien, à un moment donné, ça se peut que la compagnie de télécommunication cesse de m'appeler, donc par son service de recouvrement, pour prendre ma dette et la vendre auprès d'une agence de recouvrement. Donc, on achète les dettes et là, cette agence-là va tenter évidemment de se faire rembourser par moi. Mais c'est quoi leur pouvoir? Est-ce qu'ils ont vraiment un pouvoir si étendu finalement?
Non, ils essaient de nous faire croire qu'ils en ont beaucoup. Hein? Ils peuvent appeler quand même 5, 6, 7 fois par jour. Ça peut être très harcelant. Et parfois, il y en a même qui vont dire, ben on va vous saisir, on va communiquer avec des membres de votre famille, alors qu'en réalité, ils n'en ont pas le pouvoir. C'est illégal de faire ça. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est que comme notre dette, comme toutes les dettes s'inscrivent au dossier de crédit, ben si elle n'est pas payée, ils ne pourront pas l'effacer. Si on paye notre dette, ben, l'agence de recouvrement va pouvoir effacer la dette à notre dossier de crédit, mais autrement, elle n'a aucun pouvoir légal. Le contrat n'est pas avec l'agence de recouvrement. Le contrat est avec la compagnie initiale. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Bien, tout d'abord, c'est sûr que dans le monde idéal, on paye la dette qu'on a. Parce qu'en bout de ligne, ça s'inscrit dans notre dossier de crédit. Ceci dit, avec les agences de recouvrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut négocier jusqu'à 50, voire 60 du montant, parce qu'ils n'ont jamais payé le montant total qu'on doit. Hein? Donc, on peut négocier avec eux. Parfois, ils nous appellent comme si c'était une fleur, qui nous le faisait juste à 50 Ce n'est pas une fleur, c'est une procédure très normale. Si on est tanné de recevoir les appels, parce que c'est vraiment, vraiment épuisant psychologiquement, là, on peut envoyer une lettre qui stipule qu'on veut communiquer avec nous par écrit seulement. Okay. Donc, cette lettre-là est bonne 3 mois. On l'envoie, on l'envoie recommandée, idéalement, et quand ils reçoivent la lettre, eux, pendant 3 mois, ils ne peuvent plus nous téléphoner. Ils ne peuvent que nous envoyer des lettres. Et au bout de 3 mois, si je ne peux pas payer la dette, mais j'en retourne une tout simplement. Ça, ils la respectent. Ils ont intérêt à la respecter parce que c'est inscrit dans la loi. Donc, c'est vraiment sur la loi du recouvrement de certaines créances. Ils sont obligés de respecter ça. Et s'ils ne le respectent pas, en fait, on pourra déposer une plainte, tout simplement. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut faire appel à vous pour avoir un peu d'outils dans tout ça? Oui, bien, on a un modèle de lettre, en fait, qui est disponible sur notre site Internet directement, à cefpeninsule.ca. Et aussi, bien, il est possible de nous téléphoner, bien évidemment, surtout si l'agent au téléphone vous a insulté, vous a menacé, vous a harcelé. C'est contraire à la loi, on peut le mentionner à la lettre et on va en envoyer une copie conforme aussi à l'Office de la protection du consommateur afin de les aviser parce que c'est eux qui délivrent les permis de travail pour les agences de recouvrement. Oui, alors les gens n'aiment pas ça. On n'a pas le droit de se faire intimider. On doit de l'argent, soit on a le droit de nous le demander, on est d'accord, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de raison qu'on envahisse notre vie privée et qu'on nous fasse des peurs pour un montant. Je veux dire, personne aime avoir des dettes. Quand on ne peut pas payer, c'est parce qu'on ne peut pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas. Donc, à ce moment-là, oui, on peut communiquer avec nous, visiter notre site Internet, et puis il y a l'Office de la protection du consommateur aussi qui est là. Mm-hmm. Alors, merci beaucoup, Chloé. Je sens que tu viens d'en soulager plusieurs. J'espère. Restons dans le domaine des finances. En cette semaine des bibliothèques publiques, j'avais le goût de savoir ce qui était advenu des subventions dont Pascal Saint-Amand nous avait parlé. Le voici. Pascal, on est présentement dans la semaine des bibliothèques publiques au Québec. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour la vallée de la Matapédia? En fait, la semaine des bibliothèques publiques, je trouve que c'est une occasion de se rappeler le rôle que jouent les bibliothèques municipales dans notre milieu. Dans la Matapédia, il y a 14 bibliothèques municipales sur 18 municipalités, donc c'est énorme. Dans toutes ces municipalités-là, la bibliothèque, ça joue le rôle souvent de moteur d'animation puis de vitalité culturelle. Dans les plus petites municipalités, souvent c'est le seul élément de dynamisme culturel qu'on retrouve. Les bibliothèques, c'est des lieux de savoir, c'est gratuit, c'est accessible. Il n'y a pas de restriction. Tout le public, toute la population peut aller à la bibliothèque, profiter des services. Donc, c'est une occasion de rappeler que ces services-là existent. C'est une occasion de rappeler, en fait, qu'on ne connaît même pas l'étendue, l'ampleur de ces services-là. Les gens peuvent aller demander des livres en commande spéciale, peuvent avoir accès à des trucs sur Internet, des revues comme Protégez-vous, d'autres outils grâce au réseau biblio du Bas-Saint-Laurent. Il y a des DVD qui peuvent être loués. Il y a vraiment une mine d'informations, une mine de savoir, une mine de divertissement dans les bibliothèques. Puis, dans le fond, la semaine des bibliothèques publiques, c'est une belle occasion de le rappeler. Oui, les bibliothèques se sont mises à jour, évidemment, et puis il y a de l'animation, justement, aujourd'hui. On va aller voir, justement, un petit passage, là, une petite entrevue qu'on a faite avec un animateur ici. Benoît, tu es ici pour faire l'animation dans les bibliothèques, entre autres, mais ici à Amqui. Dis-moi, comment ça a commencé tout ça?
Dans le fond, c'est une initiative de Marie, là, la bibliothécaire, qui a contacté le réseau des bibliothèques. C'est des animations qui sont proposées par le réseau des bibliothèques. Donc ça, c'est une animation sur le thème du pirate. Alors moi, je suis un pirate à l'aide d'un monsieur que vous ne voyez pas qui est derrière le drapeau. Là, il a perdu ses habits. Et il faut l'habiller, donc il faut trouver les accessoires dans les livres qui sont là. OK. Et est-ce que les jeunes restent marqués de ton passage après? Comment ça les transforme? Alors, là, je suis pas là pour le voir, là, mais à ce qui paraît, les jeunes, par la suite, là, ils viennent plus souvent à la bibliothèque puis essaient de trouver des livres sur les pirates, puis tout ça sur le thème des pirates. Ça les marque, je crois. Là. Et pendant l'atelier, est-ce qu'ils sont plus captivés par ton personnage ou par les livres aussi? Dans cet atelier-là, comme il faut qu'ils cherchent dans les livres les images qui vont avec les accessoires, ils sont vraiment captivés par les livres. C'est ça qui est bien. Ils parcourent plein de livres différents. Fait que c'est bien pour eux autres. Ça fait travailler leur imagination. Alors, merci beaucoup et félicitations pour tout ce que tu fais. Merci. Alors, Pascal, c'est le fun ce qui se passe. Il y a vraiment du changement au sein des municipalités pour les bibliothèques. Il y a eu des investissements aussi qui ont été faits. Dis-moi les bons coups qui ont été faits dans la vallée de la Matapédia. En fait, c'est sûr que par l'entremise de l'entente de développement culturel entre la MRC, le ministère de la Culture et Desjardins, on a pu injecter des fonds pour l'animation des bibliothèques. Donc, on avait un fonds qui s'appelait Fonds d'action pour les bibliothèques matapédiennes. On a plusieurs bibliothèques dans le milieu qui ont déposé des projets pour tenir des activités d'animation. Donc, c'est des activités qui rendent la bibliothèque plus vivante, qui permettent d'attirer les gens dans la bibliothèque. Ce qui se passe aujourd'hui à la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui, justement, c'est une activité qu'on a soutenue par ce fonds-là. Au-delà de ça, on essaye beaucoup tout au long de l'année de mobiliser les bibliothèques, de mobiliser les municipalités pour qu'ils soient de plus en plus actifs, puis comme tu le disais, que les bibliothèques s'actualisent. Au fil des mois, depuis 1 an, on a vu des projets comme une nouvelle chute à livres à la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui qui permet aux gens de ramener leurs livres, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. On a vu un projet à Sainte-Marguerite où la bibliothèque municipale, qui est très peu ouverte, en partenariat avec la coop, est maintenant ouverte sur toutes les heures d'ouverture de la coop. Donc, il y a un présentoir de livres dans le dépanneur. Les gens peuvent aller puis emprunter un livre directement auprès du personnel du dépanneur. Donc, c'est vraiment original, innovant. On a des bibliothèques qui ont fait des échanges de pouces, qui ont fait des soirées de jeux de société, qui ont accueilli des activités de petits débrouillards dans les bibliothèques, soit après-midi cinéma. Donc, en plus de toute la documentation qu'il y a dans les bibliothèques, on s'en va de plus en plus vers des bibliothèques ouvertes sur le milieu. Il y a une variété d'activités, une variété d'usages de la bibliothèque. Donc, de plus en plus, on sent que les bibliothèques se tournent vers ça. Et est-ce qu'il va rester de l'argent pour d'autres projets? C'est une fréquence, une question fréquente que vous me posez quand je me présente à vous. Actuellement, les fonds sont épuisés pour l'année actuelle. Par contre, nos efforts, notre fonds va revenir dans le futur. On a une nouvelle entente qui a été signée avec le ministère et avec Desjardins, puis avec l'appui de la MRC. On va continuer à appuyer les bibliothèques pour multiplier les activités d'animation, pour les rendre de plus en plus dynamiques et de plus en plus accueillantes. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions relatives à ce domaine, est-ce que ces personnes peuvent te joindre? Évidemment, on peut toujours me joindre à la MRC. Nos coordonnées sont en ligne sur le site Internet. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les prochains jours, je vais rencontrer la majorité des acteurs du milieu des bibliothèques dans la vallée, parce qu'on tient un événement qui s'appelle le Rendez-vous des bibliothèques matapédiennes. C'est une petite activité qu'on tient là, entre nous, vraiment, avec les gens qui gravitent autour des bibliothèques. Puis ça va être encore une occasion de leur fournir des outils, de les motiver, de les crinquer, dans le fond, pour continuer pendant un autre 12 mois à bouger des choses et à tenir des activités dans les bibliothèques. Alors, merci beaucoup, Pascal. Beau travail. Merci. Je vous invite maintenant à visiter un endroit un peu plus effrayant qu'une bibliothèque, la maison hantée de la Jeunatech d'Amqui. Julie, la maison hantée est encore attendue ici à la Jeunatech. Comment ça se passe là, pour choisir le thème, tout ça? Bien, les jeunes, au début d'octobre, on fait une rencontre là, pour décider le thème, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les costumes qu'ils veulent. Fait que c'est eux autres qui sortent les idées. Là. Combien de jeunes environ s'initient à la chose? Une dizaine. Ouais, une dizaine de jeunes, oui. Okay. Et est-ce que c'est tous les jeunes qui participent la journée même ou c'est plus pour faire les décors, tout ça? Bien, il y a des jeunes qui aiment ça, faire les décors.
Fait qu'il y a il y a des jeunes qui s'impliquent beaucoup dans le décor puis qui sont là aussi à la soirée là, de la maison hantée. Il y en a qui sont moins décors, donc ils viennent un petit peu moins, mais ils font quand même partie là, des personnages à la maison hantée, parce que ça nous en prend quand même beaucoup. Là. Fait que c'est ça. Et le thème de cette année, c'est quoi? C'est un hôpital psychiatrique. Fait que c'est ça. Ça fait que ça va être des zombies, du monde malade, c'est ça. Puis il y avait un nom, là, mais ils ont fait un nom avec nos 2 lettres de nom de famille des animateurs. Fait que ça fait Léo Mopé. Okay. Alors, c'est l'hôpital psychiatrique Saint-Léo-Mopé. Oh. Et les personnages, qu'est-ce qu'ils font quand on arrive? À quoi ça ressemble là, comme ambiance? Bien, cette année, il y a une petite histoire, là. Il y a une petite histoire pourquoi la maison, l'hôpital est devenu hanté, finalement. Alors, les jeunes ont créé une petite histoire qu'il y a une animatrice va lire quand les jeunes vont arriver. Puis, comme d'habitude, là, on essaye de voir, OK, s'il y a des jeunes, on avertit les animateurs, ceux-là, les personnages qui sont là. Ouais, les jeunes comédiens, on leur dit, OK, là, c'est des petits, on fait attention. Fait que, puis quand il y a des jeunes de leur âge, là, OK, là, on donne le baquet. Fait que là, on donne un petit mot avant, un petit cue là-dessus, là, avant que les gens partent. Parce que là, cette année, la maison hantée est sur 2 étages. Ouais. Vu qu'on a perdu de l'espace là, en bas, à cause du local de musique, bien là, on a moins d'espace en bas, donc ça commence en haut cette année. OK. Oui, on va tout de suite rentrer dans le cœur de l'animation. Puis là, ça commence à quelle heure, tout ça? Alors, c'est mardi, hein, la journée de l'Halloween, et les gens peuvent venir à partir de 6h30. Alors, 18h30, là, on va commencer. Puis, d'habitude, vers 20h, 20h30, là, les comédiens sont tannés, puis il y a un peu de moins de monde, ça fait que ça finit vers 6h. Là. Alors, on a tous bien hâte, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Merci. Alex, il y a un début de maison hantée qu'on a ici. Toi, tu as participé à ça, les décorations. Pas mal, beaucoup, là. Mais c'était le fun. Ouais. C'est compliqué, puis c'est où tu prends ton inspiration? Est-ce que tu vas voir sur Internet des fois pour trouver comment on fait des maquillages? Ou... Non, dans ma tête. Ouais. Moi, ça va plutôt dans ma tête parce que moi, j'ai un cerveau très intelligent. J'en doute pas. J'ai plus l'Internet, puis c'est pas mal ça. Et est-ce que tu vas incarner un personnage le soir même de l'Halloween? Oui, le docteur, qui va se trouver juste en arrière de cette table. Okay. Qui va opérer de ce cobaye très beau. Tu vas faire une opération live devant les gens? Non, je vais plus leur faire peur. Okay. Ça va être extrême. Mais pour les petits, tu vas te retenir un petit peu. Je veux dire, veux-tu un doigt? Okay. Ouais, c'est des doigts qui se mangent, je crois. Non? Non, juste des doigts en plastique. OK. Ou juste faire peur un petit peu. Là, c'est pas ta première année. L'année passée, comment ça s'est passé pour toi? C'était fun. C'était agréable. Yeah. C'est pas mal ça. Alors, merci beaucoup. Et puis, est-ce qu'on invite toutes les générations à venir voir ça? Venez en grand nombre, s'il vous plaît. Ça serait simplement fun. Et venez avoir peur un peu, avoir un peu de frisson. Ça fait pas du bien un peu dans la vie du monde. Merci, Alex. Pour vous trouver un médecin de famille, il suffit de vous inscrire en ligne au guichet d'accès à un médecin de famille. Vous serez sur une liste afin d'être pris en charge. Vous êtes déjà inscrit? Gardez vos renseignements à jour et présentez-vous à votre premier rendez-vous. C'est tout. C'est fait. Je nous ai inscrits. Déjà? L'accès aux soins de santé au cœur du plan économique du Québec.
C'est ce qui complète cette émission. En cette période d'élection municipale, je vous invite à visiter notre site web au www.tvcmatapedia.com pour écouter en ligne notre émission spéciale qui vous présente 7 candidats à la mairie, ainsi que M. Gaëtan Ruet et Mme Chantal Lavoie pour la préfecture. Un excellent complément pour faire un choix éclairé le 29 octobre ou le 5 novembre prochain. En attendant, jouez au Télébingo ce dimanche à 12h30 pour penser à autre chose qu'aux élections et peut-être gagner un beau montant, 500 $ pour la carte pleine. À bientôt! Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.